Je voulais d'abord parler du livre. Le général a parlé de son livre. J'ai fait un livre, malheureusement. Malheureusement, je n'en ai plus. Je suis venu sans ça. C'est un livre qui a eu le label de centenaire, c'est-à-dire qui a en fait un ouvrage de référence sur l'histoire des tirailleurs sénégalais. Et le titre, c'est « Les combattants africains dits tirailleurs sénégalais au secours de la France entre 1857 et 1945 ». Pourquoi les combattants africains dits tirailleurs sénégalais? Justement, c'est le problème que posait notre ami ivoirien. Parce que beaucoup de gens disent, quand vous dites tirailleurs sénégalais, ils disent on est fatigué. Quand ils ne sont pas sénégalais, on est fatigué de faire croire, d'entendre les gens faire croire qu'il n'y avait que des Sénégalais. Il y avait quand même de tout, etc. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, le nom est venu du fait que les premiers éléments recrutés dans cette unité, qui appartenait à la troupe des marines, comme a dit le général, c'était des Sénégalais. Par la suite, quand on a créé d'autres corps avec des originaires des autres régions, bon, on a intégré en disant, bon, on ne va pas chaque fois dire, bon, corps de ceci, tirailleur de ceci, tirailleur de cela. Il y a un nom basique, on va l'utiliser. Et à la fin, d'ailleurs, tous les tirailleurs, quel que soit leur pays d'origine, avaient intégré cela sans problème, puisque beaucoup disaient, nous les Sénégalais. Ils ne disaient pas, bon, machin, moi, l'Ivoirien. Ils disaient, quand on parlait des tirailleurs, ils disaient, nous les Sénégalais, tous. Donc, c'était quelque chose d'intégré, c'était fraternel. Alors, on dit les combattants africains dits tirailleurs sénégalais parce que je me suis dit, si je mets les tirailleurs africains, on va me dire, oui, mais est-ce que tu parles des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, etc. Or, moi, c'est à partir du film Indigène avec le Jamel Debbouze. Vous voyez, ils ont parlé des tirailleurs nord-africains. Et j'ai dit, bon, ils ont parfaitement raison. Parce que cette histoire, on ne peut pas la connaître si eux-mêmes ne s'en emparent pas et n'en parlent pas. J'ai dit, ben, à nous, les Africains du Sud-Sahara, de nous emparer aussi de notre part et d'en parler et de faire savoir qu'il y a eu aussi des combattants. Et c'est pour ça, donc, parce que si je disais les tirailleurs africains, on allait donc me reprocher de ne pas parler des autres pays. Et si je disais tirailleurs sénégalais, je vous ai dit, ça soulevait un tollé de la part de beaucoup de gens. Et c'est pour ça que j'ai bien pris les combattants africains dits tirailleurs sénégalais. Ça permet de savoir qu'il s'agit de ces tirailleurs, des tirailleurs sénégalais, mais dans son ensemble, hein, représentés par toutes les origines ethniques. Et puis, le titre, donc, il dit c'est les tirailleurs entre 1857 et 1945. Pourquoi j'ai choisi cette période-là? Parce qu'après 1945, on a utilisé les tirailleurs dans des guerres sales. À Madagascar, au Cameroun, mon pays, en Algérie, en Indochine. Et c'était des guerres fratricides, c'est des gens qu'on utilisait pour combattre leurs frères d'hier. Et je me suis dit, bon, ça, je m'arrête à 1945, là, parce que ce que je voulais démontrer, c'est que quand on dit qu'on vient au secours de quelqu'un, on ne vient au secours de quelqu'un que quand il a des difficultés et quand il a besoin de vous. Et ce que je voulais démontrer dans mon livre, c'est que la France, à un moment donné, s'est retrouvée dans des tas de problèmes, des tas de difficultés. Elle a eu besoin de nous et nous sommes venus. Donc c'était ça l'esprit du livre. Et ce livre, d'ailleurs, a obtenu aussi le prix Robert Cornevin 2014 de l'Académie des sciences d'outre-mer. Donc, mais ce n'était pas pour parler... Merci bien. Merci. Mais ce n'était pas pour... C'est vraiment expliquer le travail qui a été fait. Alors, notre participation... Beaucoup de gens sont choqués d'apprendre que ce sont des Africains qui ont combattu leurs frères. Je prends par exemple la traque de Samori Touré, hein, ou de Ela Joma. Il y a eu cette traque faite par des tirailleurs. Mais pourquoi ces tirailleurs le faisaient? Parce que la plupart de ces soldats de Ela Joma, Samori Touré et tout, c'était des captifs. Voilà. C'était des captifs qui avaient été capturés donc, par ces grands chefs de guerre et qui les utilisaient à leur service. Les Français, quand ils ont voulu créer leur corps, ont dit à ces gens, à ces combattants, nous rachetons votre liberté auprès de tous ceux dont vous êtes les captifs. Nous rachetons cette liberté, mais à condition que vous mettiez à notre service. Et c'est donc comme ça que beaucoup d'Africains se sont retrouvés à servir la France et à traquer, comme je le dis. Ceux qui ont traqué Samori Touré et d'autres, c'était des Africains, etc.
Mais bon, ils le faisaient sans état d'âme parce que pour eux aussi, ça représentait quand même une sorte de liberté. Alors, ces combattants, une fois engagés sur le terrain, c'est eux qui ont aidé la France à se bâtir un empire colonial immense. Puisque les gens comme, à ce moment-là, il y avait la conquête du Soudan français, hein, le Mali, la conquête du Haut-Niger. Ces gens ont participé à tous ces combats et ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et là où les choses prennent un tournant assez surprenant, c'est qu'il y a eu, pour la première fois dans l'histoire de la guerre, en 1908, dans une colonne en Mauritanie, des femmes africaines ont participé au combat, aux côtés de la France. Bravo, tout simplement parce que la France avait fait ceci d'extraordinaire. Elle acceptait que les tirailleurs soient accompagnés par leurs familles dans leur déplacement. Donc cette bataille de 1908 a été tellement dure que les hommes sont tombés et les femmes se sont chargées de recharger le fusil et de participer au combat. C'est exceptionnel dans l'histoire de la guerre. Ensuite, donc, je vais dire les choses comme ça un peu en vrac. On a parlé de Mangin. Mangin passe auprès des Africains. On a fait passer Mangin auprès des Africains pour le broyeur de Noirs, avec le titre de broyeur de Noirs. Parce qu'on dit que c'est lui qui a fait massacrer les tirailleurs sénégalais en 1917. Permettez-moi de dire que moi, je suis un chercheur, un historien. Je crois que la vérité historique doit être dite quand un chercheur se rend compte qu'il y a des choses qui ne collent pas avec la réalité. Mangin, qui est-ce qu'il était Mangin? Mangin est arrivé en Afrique vers la fin de 1986, né en Lorraine. Son oncle avait été général en Algérie et il avait laissé une image extraordinaire en Algérie. Donc, Mangin arrive en Afrique et il est tout de suite engagé par le colonel Archinard. Enfin, Archinard n'était pas encore colonel à l'époque. C'est le conquérant du Haut-Niger et du Soudan français. Et Archinard était un officier qui a eu de la reconnaissance pour ses combattants. Parce que quand Mangin écrit son livre, du moins pas avant qu'il n'écrive son livre, il se bat donc en Afrique. Et il a ce caractère extraordinaire que depuis l'école Saint-Cyr où il était passé, c'était quelqu'un qui était réputé assez, c'est-à-dire rentre dedans quoi. Il était un peu vraiment un peu fou dans sa tête. En Afrique donc, quand on est dans la traque de Samori, un jour il est blessé au combat. Il prend 3 balles et il refuse de quitter le combat. Il continue de se battre. Alors, ces tirailleurs sidérés, complètement sidérés, parce que c'était la première fois qu'ils voyaient un soldat blanc blessé et qui voulait continuer de se battre. Alors, du coup, ils sont tombés pratiquement en adoration devant lui. Ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Et comme c'était quelqu'un de généreux et tout, parce que quand il a conçu même l'idée de son livre, il en a parlé à Archinard et tout, et dans son esprit, et ce qui est louable dans son esprit, c'est que quand il a proposé de recruter des soldats noirs, c'était dans son esprit de leur donner une formation militaire pour qu'ils ne partent plus au combat en tant que guerriers, c'est-à-dire habitués à utiliser leurs arcs et leurs flèches, mais qu'ils partent en soldats. Et la contrepartie qu'il voyait pour le recrutement de ces gens dans la force noire, c'était que la nationalité française allait suivre. C'était la condition que Archinard et lui avaient posée, citoyenneté française. Bon, on a accepté, puis à un moment donné, on a refusé, parce qu'on a dit ça. Il y a trop d'Africains qui veulent devenir français, ce n'est pas bien. Bon, bref, ça a créé un trouble. Donc, il a demandé de créer une force noire. Parce qu'il a dit, dans son histoire, il dit, les Africains, les soldats noirs, depuis le XIIIe siècle, sont une force constituée partout où ils sont passés. Ils n'ont jamais trahi ceux qu'ils ont servis. C'est des gens fidèles. Et il a cité les exemples des empires omeyyades et tout. Et ce sont des gens fidèles.
Donc, à partir du moment où ils acceptent de se mettre au service de la France, nous pouvons compter sur leur fidélité, donnons-leur la citoyenneté française et ils vont nous servir sans arrière-pensée. On a accepté, on a formé quelques-uns et puis on a abandonné l'idée parce que le prix à payer en termes de conversion à la nationalité était assez lourd. Bon, quand la première guerre éclate, on a formé quelques éléments, quelques bataillons de tirailleurs sénégalais et tout de suite, la guerre éclate et on dit, ah tiens, il y a des combattants qui sont là, etc. On les lance sur le sol européen. Dès la première semaine des combats, on fait venir des bataillons de tirailleurs sénégalais qui étaient en Algérie. On les introduit sur le sol français. Et beaucoup d'entre eux arrivent et avant que la guerre ne commence, on les met dans des comment dire, on les parque comme du bétail, hein, dans des réservoirs ou dans des endroits où le froid commence à les maltraiter. Or, on a oublié que dans le sud de la France, en Gironde, quelques années avant, une année avant, on avait parqué des tirailleurs, alors que c'est dans la région de Bordeaux, il fait quand même assez chaud. Mais le climat a fait qu'une centaine de tirailleurs sont morts à la tête de bouche, en Gironde. On a donc dit, comment vous pouvez laisser des gens dans des réserves où il y a du froid, de l'humidité et tout. Quand on a commencé donc à les envoyer au front, il y a un certain nombre d'entre eux qui ont été rapidement mis KO, mis machin, et beaucoup d'entre eux ont perdu la vie, et d'autres ont, devant la tâche, et ils se sont retirés, et on a dit tout de suite, voilà les hommes formés par Mangin, ils sont en train de trahir l'armée française. L'affaire a même fait l'objet d'un débat au Parlement, et un débat assez violent. Mais le summum de l'affaire, c'est que, au chemin des dames, parce que quand les tirailleurs sont arrivés en 1914, ils ont été tout de suite au combat, j'ai dit à Dixmude notamment, ils se sont illustrés. Et quand ils sont arrivés, donc, au moment où il fallait les employer dans la bataille qui a commencé à être assez sérieuse, au chemin des dames, il se trouve que Mangin était commandant de la 6e armée. Mais il avait pour supérieur le général Nivelle, qui était commandant des forces armées du Nord et qui était donc le patron de Mangin. Était le patron de Mangin. Donc, Nivelle se met en tête de lancer une offensive en utilisant les tirailleurs sénégalais au maximum. Il les lance devant l'artillerie allemande. Les Allemands avaient installé des batteries, des batteries et tout. Et Nivelle décide l'offensive du chemin des dames, hein, le 17 avril 1916, de lancer les tirailleurs sénégalais devant les mitrailleuses allemandes. Tout le monde lui dit, Pétain, qui à ce moment-là est le commandant de l'armée française, lui dit c'est de la folie. Tout le monde, même le général qui commandait le corps expéditionnaire anglais dit c'est de la folie, on ne peut pas faire ça, vous ne pouvez pas jeter des fantassins devant des murs de mitrailleuses, ce n'est pas possible. Et la preuve, c'est que le premier jour de l'offensive, 1207 tirailleurs sont tués le premier jour de l'offensive. 1207 tirailleurs au tapis. Et dans les jours qui suivent, bon, ils ne font que tomber. Alors, quelqu'un dit à Nivelle, mais c'est fou ce que vous faites, c'est criminel. Vous savez ce qu'il répond? J'en suis conscient, mais j'estime qu'il faut sacrifier un peu de sang noir pour préserver du sang blanc. Il le dit par écrit. J'ai le document. Et un mois après, devant les difficultés, il continue, il confirme. Il dit, je répète, il faut sacrifier du sang noir pour préserver du sang blanc. Alors évidemment, l'échec, le massacre du chemin des dames fait qu'on relève aussi bien Mangin que Nivelle de leur commandement. On les relève tous les deux de leur commandement. Sauf que quand on mène les enquêtes, on se rend compte que, bon, Nivelle, oui, d'accord, Mangin, d'accord, mais il ne faisait qu'obéir aux ordres, puisque il était sous les ordres de Nivelle. Donc on les a relevés de leur commandement, mais très rapidement, ils ont retrouvé un commandement. Nivelle a retrouvé un commandement en Algérie. Et Mangin a été appelé à ses côtés par le général Foch et qui a demandé
qu'ils viennent se combattre, notamment en Lorraine. Et c'est lui qui a commandé les troupes, les tirailleurs qui sont allés combattre en Lorraine et qui n'ont été arrêtés que quelques jours avant l'armistice avec Fauchétou. Donc, il a été reconnaissant envers ces tirailleurs. Et lorsque, après l'armistice, on désigne, on demande à Manger d'aller occuper la Ruhr, puisque c'est lui qui a mené le corps expéditionnaire, occuper la Ruhr en Allemagne. C'est lui qu'on a choisi. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il a fait? Il a dit qu'il va y aller avec ces Sénégalais parce que c'est les seuls à qui il fait confiance. Il les emmène donc sur le sol allemand, il occupe la Ruhr. Sauf que les Allemands disent que voilà, on a tellement peu d'estime pour nous, peu de respect pour nous que maintenant on amène des singes occuper notre pays. Des gens qui amènent des maladies contagieuses, hein, qui violent nos femmes, nos enfants, etc. Alors, ça a été quelque chose d'extrêmement violent. Et que fait la France? Il y a même eu une campagne de presse violente en Allemagne, la honte noire. Ils ont qualifié ça la honte noire. Et relayée par les Américains, puisque les Américains, eux, avec leur racisme officiel, ne voulaient pas que des soldats noirs, d'ailleurs c'est que dans leur armée, l'armée américaine, après la Première Guerre, les soldats noirs n'ont pas combattu. Parce qu'on ne voulait pas leur donner les armes en disant qu'un jour ça peut se retourner contre les Américains. Donc bref, il est parti donc avec les tirailleurs et la honte noire, on a développé cette propagande violente, qu'on a envahi l'Allemagne pour amener des maladies et tout. Et c'est pour ça que lors de l'offensive allemande de 1940, sur le sol français, les deux divisions les plus nazifiées de l'armée allemande, la division Totenkopf et la division Großdeutschland, leur objectif numéro un, c'est de massacrer les tirailleurs. Et ils ont systématiquement tiré, écrasé les tirailleurs. Je crois que le général a parlé de ça tout à l'heure. Mon général, vous avez parlé de ça? J'ai dit, ouais, voilà. Ouais. Donc, il y a donc eu cela, vraiment systématiquement écrasé par les chars et tout. Et donc, ça a pris au bout d'un mois, il y a eu plus de 3000 Noirs qui ont été massacrés comme ça là. Alors, le rôle des tirailleurs dans les combats, dans les différents combats de 1915, de la Première Guerre mondiale, le général Sarrail, qui commandait l'armée, le corps expéditionnaire français en Orient, il s'était opposé à l'intégration des tirailleurs sénégalais dans son unité. Pourquoi? Parce qu'en 1915, quand le mufti de Jérusalem a fait alliance avec les nazis, enfin, ce n'était pas encore les nazis à ce moment-là, avec les soldats allemands, ils ont dit, le général Sarrail a dit que cette armée peut venir, les tirailleurs peuvent venir retourner les armes contre la France. Donc, c'est pour dire simplement que pendant toute l'épopée de cette guerre, il n'y a jamais eu de soldats, de tirailleurs sénégalais qui aient trahi la France. Parce qu'on disait, comme ils sont musulmans, et que le mufti de Jérusalem, c'était musulman, ils vont donc nous trahir. Il n'y a jamais eu de trahison, de cas connu de trahison, machin. Il y a eu peut-être quelques désobéissances, un soldat qui désobéit, machin, mais ce n'est pas, c'est-à-dire que je parle de trahison en tant qu'unité constituée et tout. Alors, il y a des choses qui se passent et qui m'ont beaucoup surpris. Et ici, dans la crypte du Mont Valérien, il y a 16 places. Dans la crypte du Mont Valérien, il y a 16 catafalques. 15 sont occupés, il y a une place qui reste. Et cette place est réservée au dernier compagnon de la libération qui va tomber. Mais parmi les 15 qui y a là-dedans, j'ai été terriblement surpris de voir qu'il y a 2 Africains. Dans la crypte du Mont Valérien, 2 Africains de l'Afrique de l'Ouest, hein, Boutika Sodal et Maboukelde. 2 soldats africains dans la crypte du Mont Valérien. Alors, c'est autant de choses qui surprennent et qui montrent que l'Afrique a joué sa part, a participé avec beaucoup d'entrain, avec beaucoup d'amour et de générosité à ces combats-là. Alors, il y a la Deuxième Guerre mondiale, je crois qu'on n'a pas besoin de rapporter aux gens
ce que la France nous doit. Parce que je dis aux gens aujourd'hui, vous traitez nos petits-enfants, nos enfants, aujourd'hui de Français issus de l'immigration. Si en 1940, De Gaulle n'avait pas eu l'Afrique équatoriale pour se rallier à lui, que se serait-il passé, d'après vous? Bon. Les Américains fabriquaient déjà la monnaie qui allait servir, puisque les États-Unis étaient convaincus que la France devait être placée sous son protectorat. Ils avaient déjà commencé à fabriquer la monnaie qui allait servir au protectorat français. C'est le ralliement de l'Afrique équatoriale à De Gaulle qui fait avoir à De Gaulle des troupes combattantes, qui comprend que voilà, il s'installe à Brazzaville, Brazzaville qui devient la capitale de la France libre. Brazzaville devient la capitale de la France. Et l'histoire de Brazzaville est extraordinaire parce que quand le roi Makoko en 1882 a signé le traité avec la France et que le roi Makoko a donné une petite colline à la France pour y installer son poste, Stanley, l'explorateur anglais, est arrivé, il a dit au petit soldat qui gardait ce poste, il lui a dit, bon, écoute, dégage, ce n'est pas ta place ici. Il dit non, je suis ici, je ne bouge pas. Alors, Stanley est allé de l'autre, il a traversé le fleuve, il est allé de l'autre côté, au Congo. Et il a dit, mais moi j'étais là-bas, mais les gens de là-bas m'ont chassé. C'est de là que vient le nom de Brazzaville, Kuna. Kuna, c'était les gens de là-bas, les gens de l'autre côté. Samuel, oui. On va conclure. Voilà. Donc, voilà. Merci. Merci. Donc, c'est des épisodes qu'on peut raconter comme ça à longueur de machin. Il y a une chose qui m'a beaucoup attristé. J'ai dédicacé mon livre gratuitement à 8 chefs d'État africains. Il y en a 2 qui ont répondu. 2. J'avais l'intention de dire que nos frères qu'on a massacrés en 1940, qu'on nous donne les moyens, à nous les chercheurs, de demander à l'Allemagne des comptes. Parce que ces crimes-là ils sont imprescriptibles en Allemagne. Et les Allemands sont prêts à ouvrir ce dossier. Mais malheureusement, quand nous n'avons pas le soutien de nos chefs d'État, comment voulez-vous que nous puissions avancer? Merci.